Donc ce deuxième cours concernant la pathologie dans le module P2S1 digestif concerne l'estomac. Et on a vu la dernière fois les conséquences d'une inflammation chronique au niveau hépatique. Cette fois-ci, on va voir un peu les conséquences d'une inflammation chronique au niveau gastrique. Et on va essayer de voir ensemble le lien qui existe donc, en termes de conséquences d'une inflammation chronique avec la survenue de lésions précancéreuses et cancéreuses au niveau gastrique. Donc, avant d'entamer le lien qui existe entre ces deux, entre la gastrite et le cancer, quelques mots d'épidémiologie concernant le cancer gastrique. En 2000, on estime qu'il existe à peu près 900 000 cas de nouveaux cancers par an en France, de nouveaux cas de cancer gastrique dans le monde. Se situe avec une forte mortalité puisque sur ces 900 000, près de 700 000 patients vont décéder, ce qui constitue la deuxième cause de mortalité en termes de cancer après le cancer pulmonaire. En France, on estime qu'il existe à peu près 7 000 nouveaux cas par an de cancer gastrique, ce qui situe ce cancer en deuxième position dans les cancers digestifs après le cancer colique. Cancer colique qui sera donc abordé la semaine prochaine. Donc, avec toujours une forte mortalité de ce cancer gastrique, puisque sur ces 7000 nouveaux cas, 5000 patients vont décéder dans un délai assez court. Et on peut s'étonner un petit peu de cette évolution toujours aussi péjorative, puisque d'importants progrès ont été faits en endoscopie, et avec une augmentation également des techniques chirurgicales de ces cancers gastriques, dont le but est d'intervenir chirurgicalement à visée curative. Donc on peut s'étonner de l'absence de progrès sur une période de plus de 15 ans, et avec une stabilité des cancers appelés superficiels, qui sont les cancers débutants, puisque malgré ces progrès de l'endoscopie, finalement ce taux de cancer débutant ou superficiel reste relativement constant, et donc malgré l'avènement de ces techniques endoscopiques, il n'y a pas eu beaucoup de progrès en termes de dépistage. La probabilité de survie à 5 ans de ces cancers gastriques, c'est moins de 20%. Et on assiste depuis plusieurs décennies à une augmentation de certaines formes macroscopiques et histologiques dont je vous parlerai tout à l'heure, qui surviennent en particulier chez des malades jeunes au cours de la 3e, 4e décennie. Cependant, au cours des années, lorsqu'on regarde un petit peu les courbes épidémiologiques du cancer gastrique, on s'aperçoit qu'en fait, dans les pays, en tout cas occidentaux, il existe une baisse de l'incidence de ce cancer gastrique, ce qui est lié finalement à une amélioration du niveau de vie et de l'hygiène. Et ceci va s'expliquer aisément par rapport à ce que je vais vous dire tout à l'heure concernant le lien qui existe entre la gastrite et le cancer gastrique. Cependant, tous les pays ne sont pas égaux, et il y a des pays à fort risque, en particulier au Japon et en Amérique du Sud, essentiellement, alors qu'il existe des pays à faible risque comme les USA et la France. Donc une inégalité dans l'incidence du cancer gastrique, avec une forte incidence de ce dernier au niveau du Japon et de l'Amérique du Sud. Alors, 2 mots d'historique également. C'est intéressant de voir un petit peu les théories qui ont été élaborées au cours du temps concernant les hypothèses dans la survenue du cancer gastrique. La théorie héréditaire a longtemps prévalu, et ceci est mis en exergue par ce qui s'est passé dans la famille de Napoléon Bonaparte, puisque ce dernier, comme vous le savez, est décédé d'un cancer gastrique qui s'est perforé. Et sa sœur, ses 2 frères ont également été atteints du cancer gastrique. Donc tout ceci soutenait l'hypothèse d'une théorie héréditaire de la survenue de ce cancer gastrique. Alors au fur et à mesure du temps, en particulier au début du XXe siècle, il y a eu des théories qui ont été élaborées concernant un lien qui pouvait exister entre une inflammation au niveau de l'estomac, d'où le terme de gastrite, et la survenue d'un cancer. Mais la grande avancée a été réalisée dans les années 1980, puisqu'on a pour la première fois établi un lien
et mis en évidence un germe que l'on appelle Helicobacter pylori, qui joue un rôle clé dans la survenue de ce cancer gastrique. Pour souligner ce rôle majeur de cet agent infectieux, l'Agence internationale de recherche sur le cancer a classé l'Helicobacter pylori comme un carcinogène de classe 1, donc dans la classe la plus élevée, dans la filiation de cette infection dans la survenue du cancer. Donc, le cancer gastrique fait partie de ces cancers d'origine, entre guillemets, infectieuse, où il existe un lien clairement établi entre la survenue d'une infection et le développement d'un cancer. Donc, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le lien qui existe entre un agent infectieux, l'inflammation et la survenue de lésions précancéreuses et cancéreuses. Alors, à quoi correspond l'Helicobacter pylori? C'est un germe commensal qui vit dans l'estomac et qui est extrêmement fréquent puisqu'il touche à peu près un tiers des humains. Donc, l'homme est le réservoir. C'est une infection commune, mais il a fallu des siècles avant qu'elle ne soit découverte, hein, même s'il y a des anatomistes allemands qui étaient vraiment des observateurs absolument zélés et qui avaient décrit énormément de choses en pathologie, avaient déjà dessiné des petites bactéries à la surface de la muqueuse gastrique à la fin du XIXe siècle. Toujours un Allemand avait montré également qu'il existait ces agents infectieux à la surface de la muqueuse gastrique chez des patients souffrant de cancer gastrique. Mais à nouveau, c'est dans les années 80, en 1982, que deux médecins australiens ont découvert donc l'association de cet agent infectieux avec la gastrite et le cancer gastrique. Un pathologiste qui s'appelait Warren, qui est toujours vivant d'ailleurs, et un gastro-entérologiste, Marshall. Donc le pathologiste a mis en évidence qu'il existait un lien entre l'hélicobacter et la gastrite en termes de fréquence, que chez les patients qui présentaient des modifications histopathologiques de la muqueuse gastrique sous la forme d'une gastrite, il existait fréquemment une infection à l'Helicobacter pylori. Le deuxième, le gastro-entérologiste Marshall, quant à lui, a réussi pour la première fois à cultiver ce germe Helicobacter pylori, qui est un germe qui est difficile et qui a des conditions particulières de culture. Et c'est en laissant, l'histoire dit que c'est en laissant les boîtes de culture au bord d'une fenêtre un week-end prolongé qu'il s'est aperçu que cet agent infectieux avait poussé au décours de ce week-end prolongé. Et ce dernier donc, a été le premier à mettre en évidence et à cultiver l'Helicobacter pylori. Donc c'est un bacille gram-négatif qui est spiralé, arqué. Comme je vous le disais, c'est une culture extrêmement lente et exigeante en facteur de croissance et surtout en micro-aérophilie. Il a une grande mobilité qui est liée à la présence de ces longs flagelles et que vous avez ici à un pôle de ce germe, donc une grande mobilité liée aux flagelles présents au niveau de cet agent infectieux. Alors, je ne rentrerai pas dans les considérations bactériologiques parce que ce n'est pas le propos du cours, hein, mais il faut savoir qu'il existe de nombreuses espèces pathogènes d'Helicobacter pylori et en fonction de l'ADN génomique de ces différentes espèces, certains sont plus virulents et pourraient avoir un rôle plus pathogène que d'autres. Avec en particulier des protéines CAG-A, VAC-A, qui rendraient un caractère pathogène plus important à certaines espèces d'Helicobacter pylori. Alors ici, vous avez donc l'aspect tout à fait caractéristique de l'Helicobacter pylori. Ici, vous avez l'aspect que l'on peut voir, nous, pathologistes, sur des coupes tissulaires à partir de biopsies effectuées au niveau de l'estomac, où vous avez ici une glande gastrique et dans la lumière donc, de cette glande, vous avez ici ces innombrables petits bâtonnets qui sont tout à fait caractéristiques de cette infection. Ce sont des germes qui siègent à la surface de la muqueuse, dans le mucus. Alors, comment mettre en évidence une infection à Helicobacter pylori? Il y a deux types de tests, des tests invasifs et des tests non invasifs. Alors, les tests invasifs consistent essentiellement à aller, par l'intermédiaire d'une fibroscopie, à faire des biopsies au niveau de la muqueuse gastrique. Et à partir donc de ces prélèvements biopsiques, vous avez différentes possibilités, soit de mettre en culture
ce fragment tissulaire pour caractériser cette Helicobacter pylori, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, utiliser les techniques usuelles d'histologie pour mettre en évidence ces agents infectieux à la surface de la muqueuse, dans le mucus. Il existe des tests plus sophistiqués qui vont être basés sur les caractères propres de l'Helicobacter pylori. Et c'est ce qu'on appelle le test rapide à l'uréase, qui prend en compte le fait que l'Helicobacter pylori est doué d'une importante capacité à produire de l'uréase. Et si vous déposez donc une biopsie gastrique sur un papier renfermant de l'urée, eh bien, si cette biopsie renferme des Helicobacter pylori, l'uréase produite par l'Helicobacter pylori va transformer l'urée en ammoniac et en CO2, d'où l'augmentation du pH que vous allez pouvoir observer sur cette bandelette imbibée d'urée. Et donc, ceci va permettre un virage du colorant et d'affirmer l'existence d'une infection à Helicobacter pylori. L'autre test, c'est évidemment la PCR, qui est beaucoup plus spécifique et sensible, mais nécessitant des techniques plus sophistiquées. Test non invasif, la sérologie, où vous pouvez faire évidemment une prise de sang et vous allez détecter des anticorps anti-Helicobacter pylori, mais ceci ne vous permettra pas de savoir s'il s'agit d'une infection ancienne ou s'il s'agit d'une infection en cours. La seule chose que vous pouvez savoir, c'est si l'individu a été en contact ou est en contact avec l'Helicobacter pylori. Le test respiratoire à l'urée est un autre moyen pour apprécier l'existence d'une infection à Helicobacter pylori. Il repose à nouveau sur la propriété de synthèse de l'uréase par l'Helicobacter pylori. Donc, vous faites ingérer au patient du carbone 13, de l'urée marquée au carbone 13. Et à nouveau, si Helicobacter pylori y a au niveau de la cavité gastrique, eh bien l'uréase de cet Helicobacter pylori va transformer l'urée marquée au carbone 13 en CO2 marqué au carbone 13 sous l'effet de l'uréase. Et donc, par un test respiratoire, vous allez mesurer le CO2 marqué au carbone 13 et en fonction donc du taux de ce marqueur, vous pourrez affirmer ou infirmer l'existence d'une infection par Helicobacter pylori. Donc retenez qu'il existe différents tests pour mettre en évidence une infection par Helicobacter pylori. Ce qui est fait en pratique habituellement, dans l'immense majorité des cas, le plus souvent, c'est finalement des biopsies chez des patients qui se plaignent de façon plus ou moins prononcée de douleur abdominale. Ce sont une fibroscopie avec des biopsies systématiques pour mettre en évidence l'existence ou non d'une infection par Helicobacter pylori. Donc le pathologiste est en règle générale celui qui est habituellement le plus habitué à faire ce diagnostic dans la mise en évidence de cet agent infectieux. Bon, la sensibilité et la spécificité de ces tests, c'est pour vous montrer qu'ils sont globalement identiques avec une très bonne rentabilité de l'histologie. La PCR est également excellente, mais nécessite des techniques plus sophistiquées. Alors, quelles sont les conséquences cliniques d'une infection par Helicobacter pylori ? Eh bien, lorsqu'il existe une infection par Helicobacter pylori, tous les sujets vont développer, dans 100% des cas, une gastrite chronique. Et Marshall, qui est donc ce gastro-entérologiste qui a mis en évidence Helicobacter pylori et qui a réussi à le faire pousser, pour prouver l'effet pathogène de cet Helicobacter pylori, a ingéré lui-même l'Helicobacter pylori et a développé une intense gastrite dont il a eu énormément de mal à se débarrasser. Donc il est allé vraiment jusqu'au bout, puisqu'il a vraiment ingéré l'agent infectieux qui a vraiment montré que cet agent infectieux était à l'origine d'une gastrite chronique. Donc 100% des patients qui ont une infection à Helicobacter pylori développent une gastrite chronique. Et là, c'est le schéma classique, c'est-à-dire qu'à partir de cette gastrite chronique, eh bien, vous allez avoir des complications qui peuvent survenir à partir de cet état. Vous allez avoir, et on va le voir, une atrophie gastrique chez 25 à 50% de ces patients. Qu'est-ce qu'on appelle atrophie ? C'est une réduction du nombre des glandes présentes au niveau de la muqueuse gastrique.
Et au fur et à mesure de cette atrophie, ce produit finalement l'atrophie progressive va s'accompagner progressivement d'une diminution de la densité des germes de type Helicobacter pylori. L'autre grande conséquence d'une infection par Helicobacter pylori, ce sont les maladies ulcéreuses. C'est en particulier le développement d'ulcères duodénaux. Et je vais vous expliquer pourquoi cette infection est à l'origine d'une maladie ulcéreuse fréquente. L'adénocarcinome gastrique, donc c'est le lien qui existe donc, entre cette infection, la gastrite chronique et le développement de lésions cancéreuses. Et puis une autre tumeur qui est beaucoup moins fréquente, qui s'appelle le lymphome du Malte, qui est en fait une prolifération des lymphocytes. Donc cet agent infectieux va entraîner une prolifération clonale maligne des lymphocytes, c'est un lymphome particulier, le lymphome du Malte. Et là, c'est encore un bon exemple du lien qui existe entre un agent infectieux et une tumeur, puisque lorsque vous faites un diagnostic sur une biopsie gastrique d'un lymphome du Malte, eh bien, la première stratégie, ce ne sera pas de mettre en place une chirurgie ou une chimiothérapie, mais ce sera de mettre en place une antibiothérapie. Une antibiothérapie contre l'Helicobacter pylori qui va faire que plus de 50%, 70% des patients le lymphome du Malte va disparaître chez ces patients sous simple antibiothérapie. Donc ça veut dire en éliminant cet agent infectieux, vous allez avoir une réduction, une disparition de la tumeur hématologique développée en lien avec cet Helicobacter pylori. Alors, 100% des patients présentent une gastrite chronique, mais tous ne présenteront pas une gastrite identique. Cela dépend un peu du phénotype de l'individu. Vous avez, selon les individus, vous avez des individus qui ont une hypersécrétion acide et puis d'autres qui ont une normosécrétion acide au niveau de l'estomac. Je vous rappelle que l'estomac a la particularité d'avoir un pH acide qui donne donc des conditions très particulières parce que c'est des conditions acides assez sévères. Et l'Helicobacter pylori résiste à cette acidité et pousse au sein de cette acidité. Donc chez les patients qui sont hypersécréteurs, eh bien, en fait, la gastrite va survenir essentiellement au niveau de l'antre, donc de la partie distale de l'estomac, et va entraîner une atrophie antrale. Si une infection par Helicobacter pylori survient chez un patient normaux ou hyposécréteur, eh bien, par contre, en revanche, là, vous aurez une atteinte diffuse de la muqueuse gastrique avec une atrophie diffuse. Et c'est essentiellement chez ces patients normaux ou hyposécréteurs que l'atteinte de la gastrite au niveau fundique va entraîner des conséquences en particulier tumorales. Lorsque le patient présente essentiellement une atteinte au niveau antral, eh bien, la conséquence, ça va être une augmentation de l'acidité, de la production de l'acidité au niveau gastrique, d'où la survenue des ulcères duodénaux. Plus vous aurez une acidité importante au niveau de l'estomac, plus vous aurez de risques de développer des ulcères bulbaires, donc duodénaux, qui est une des conséquences de l'infection par Helicobacter pylori. En revanche, lorsque vous avez une gastrite qui atteint la muqueuse fundique, là, en revanche, vous avez la cascade d'événements qui va faire que vous allez passer par l'atrophie, par la dysplasie et puis par la métaplasie et le cancer. Et c'est ces éléments-là que l'on va voir, c'est cette cascade d'événements que l'on va voir, et donc c'est essentiellement chez les patients qui présentent une atrophie du corps de l'estomac, du fundus de l'estomac, et non pas de l'antre. Donc voici la cascade d'événements, c'est clairement établi. Infection par Helicobacter pylori, gastrite chronique dans 100% des cas, atrophie dans 25% des cas, métaplasie intestinale dans 8% des cas et dysplasie cancer dans 1% des cas. Et là, évidemment, il y a des facteurs associés. L'Helicobacter pylori n'est pas le seul événement, mais c'est l'événement clé. Il peut s'associer d'autres facteurs, des facteurs génétiques, des facteurs nutritionnels, et puis des événements moléculaires qui vont survenir en cascade au cours de ces différents états d'atrophie, de métaplasie intestinale et de dysplasie. Donc on va voir un petit peu à quoi correspond sur le plan histopathologique la gastrite chronique, l'atrophie, la métaplasie intestinale et la dysplasie, pour vous montrer la filiation qui existe entre ces différents états histopathologiques et la progression de ces lésions cellulaires aboutissant au cancer.
Alors avant d'entamer ça, un bref rappel, même si vous l'avez peut-être déjà vu, mais enfin c'est pas toujours inutile de répéter un tout petit peu de physiopathogénie pour mieux comprendre ce qui va être dit par la suite. Donc l'estomac est divisé essentiellement en trois parties. Le cardia, mais ça fait partie, le cardia qui est la partie toute proximale de l'estomac, le fundus et l'antre. Et donc ici, en physiopathogénie, on distingue un petit peu la partie antrale et la partie fundique. La partie antrale possède des cellules G, dites cellules à gastrine, et des cellules D, dites cellules à somatostatine. Je vous rappelle que le fundus est composé essentiellement de cellules pariétales et principales, cellules pariétales qui vont produire l'acide chlorhydrique. Et associées aux cellules pariétales, il y a des cellules qu'on appelle des cellules ECL, qui sont des cellules endocrines et qui vont synthétiser de l'histamine. Alors à partir de ces connaissances, il y a une connaissance du contrôle de la sécrétion acide qu'il faut connaître. Lorsque vous ingérez un repas, vous allez stimuler les cellules G qui sont présentes au niveau de l'antre. Ces cellules G vont produire de la gastrine, et cette gastrine va agir au niveau des cellules ECL qui sont présentes au niveau du corps. Ces cellules ECL, comme je vous l'ai dit, vont libérer de l'histamine et vont agir au niveau des cellules pariétales pour les faire sécréter de l'acide chlorhydrique, et qui va donc entraîner une diminution du pH au sein de la cavité gastrique. Cette diminution de l'acidité va être contrôlée en feedback négatif par les cellules somatostatines qui vont produire la somatostatine et qui vont inhiber les cellules G. Donc vous avez un contrôle de cette acidité qui va être produite par les cellules la gastrine et qui va être inhibée par les cellules D, la somatostatine. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'il existe une infection par Helicobacter pylori ? Eh bien, je vous les ai dit que les Helicobacter pylori possèdent un enzyme qui s'appelle l'uréase, qui, comme je vous l'ai dit, entraîne une augmentation de la production d'ammoniac et donc une augmentation du pH au niveau de la cavité gastrique. Ce qui va entraîner une diminution du rétrocontrôle de la somatostatine et d'où une hypergastrinémie secondaire. Donc les cellules G vont synthétiser beaucoup de gastrine en raison de l'augmentation du pH lié à l'Helicobacter pylori. Et donc vous allez avoir une hypergastrinémie qui va agir sur les cellules ECL avec une hypertrophie des cellules pariétales et une augmentation de la production d'acide chlorhydrique et une inhibition des cellules à somatostatine. Donc les conséquences d'une infection par Helicobacter pylori, c'est une hypergastrinémie avec une hyperacidité liée en particulier aux propriétés de synthèse de l'uréase par l'Helicobacter pylori. Alors à terme, donc le corps gastrique qui renferme ces cellules pariétales va produire énormément d'acide par ces cellules pariétales, et puis au fur et à mesure du temps, cette stimulation chronique va aboutir progressivement à la disparition des cellules pariétales et à ce qu'on appelle l'atrophie. Donc ça c'est sur le plan physiopathogénique. Alors qu'est-ce que ressentent les malades lorsqu'ils ont une gastrite ? Le malade il présente de vagues douleurs abdominales au niveau épigastrique. Ça c'est pour le malade. Pour l'endoscopiste, en fait, dès que l'endoscopiste va faire une fibroscopie et voit une muqueuse gastrique un peu rouge ou un peu piquetée, il va dire qu'il existe une gastrite, mais c'est absolument pas spécifique. Et la gastrite, il faut retenir que le terme de gastrite, c'est le plus souvent asymptomatique et surtout, le terme de gastrite, c'est une définition purement histopathologique. L'aspect endoscopique n'est absolument pas spécifique et très fréquemment, l'endoscopiste dit gastrite intense, gastrite majeure. Il fait des biopsies et il n'y a rien sur le plan histopathologique, il n'y a aucune inflammation. Donc le terme de gastrite, si véritablement on veut l'employer de façon puriste, il faut avoir une analyse histopathologique de la muqueuse gastrique pour affirmer l'existence d'une gastrite. Alors j'attire votre attention sur la différence qu'il existe entre une gastrite et une gastropathie. La gastrite, la définition exacte, c'est une maladie inflammatoire de la muqueuse gastrique. C'est pas très compliqué. Tout ce qui est en hépatite, gastrite, colite, tout ça c'est inflammatoire.
Donc gastrite, maladie inflammatoire de la muqueuse gastrique. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est lié, la grande cause des gastrites, c'est l'infection par Helicobacter pylori. Mais il existe d'autres causes de gastrite, en particulier souvent chez la femme. C'est ce qu'on appelle la gastrite auto-immune. Ce sont des anticorps qui vont être dirigés contre les cellules pariétales du fundus. Donc c'est une maladie auto-immune par la synthèse d'auto-anticorps qui vont détruire progressivement les cellules pariétales de la muqueuse sphingique. Vous pouvez avoir d'autres causes de gastrite, mais retenez essentiellement la gastrite à Helicobacter pylori et la gastrite atrophique auto-immune. Et ce cadre de gastrite s'oppose à la gastropathie. La gastropathie, c'est une atteinte épithéliale ou endothéliale, mais sans inflammation. Donc, c'est tout ce qui est en fait vaisseau congestif. C'est l'œdème, c'est la congestion. Ce sont les anomalies essentiellement vasculaires, ou ce sont des anomalies de la muqueuse gastrique liées à un reflux biliaire. Donc, la bile, au lieu de s'évacuer vers le duodénum, va en partie agresser la partie distale et ou proximale de l'estomac par un reflux biliaire. Donc retenez cette distinction de gastrite versus gastropathie qui ne sont pas du tout les mêmes par leur aspect histopathologique. Donc gastrite, définition exclusivement histologique avec un aspect endoscopique non spécifique. Alors, comment ça se présente sur le plan histopathologique, la gastrite? Eh bien, c'est relativement simple. On a déjà vu hier, il y a 2 jours, l'hépatite. Donc, il y a quelques similitudes. L'inflammation, c'est toujours un afflux de cellules inflammatoires. En l'occurrence, lorsqu'on parle de gastrite aiguë, c'est essentiellement des polynucléaires. Lorsqu'on parle de gastrite chronique ou de lésions inflammatoires chroniques, il faut retenir que c'est l'infiltré inflammatoire habituellement est constitué essentiellement de lymphocytes et de plasmocytes. Au niveau gastrique, vous avez donc une infiltration de la muqueuse gastrique par des lymphocytes et par des plasmocytes. Donc là, la survenue d'Helicobacter pylori qui reste à la surface de l'épithélium va entraîner un afflux de lymphocytes B, de lymphocytes D et de plasmocytes. Et là, il y a toute une cascade d'événements inflammatoires qui fait que l'arrivée des lymphocytes B, T vont entraîner une augmentation de la synthèse de différentes interleukines, d'interférons gamma et de TNF-alpha. Tout ceci en réaction au dépôt en surface d'Helicobacter pylori, puisque ces derniers ne pénètrent jamais la muqueuse. Il reste toujours à la surface de l'épithélium, mais le contact de cet Helicobacter pylori et les uréases qui synthétisent vont être à l'origine donc de cette production d'interleukines, d'interférons gamma et de TNF-alpha. Alors voici ici l'aspect histopathologique. Donc je vous ai toujours mis une muqueuse normale ici à gauche. Et vous voyez ici la même muqueuse gastrique lors d'une gastrite. Donc vous voyez la différence qui existe. Ici, vous avez la surface, vous avez les cryptes en surface qui apparaît ici. Et puis en dessous, vous avez la couche des glandes qui apparaît de hauteur normale. Et c'est cette hauteur de couche de glandes normale qui va progressivement se réduire en nombre pour aboutir à une atrophie au fur et à mesure de la gastrite. Donc, dans une gastrite, eh bien, vous avez à voir dans ce qu'on appelle le chorion. Le chorion, c'est cet espace qui s'interpose entre les structures glandulaires. Eh bien, ce chorion va être extrêmement riche en lymphocytes. Et ces lymphocytes vont souvent s'organiser en nodules lymphoïdes. Et vous avez ici des nodules lymphoïdes, comme on peut en rencontrer dans les ganglions ou dans la rate. Eh bien là, vous allez avoir des nodules lymphoïdes avec un centre germinatif clair que vous reconnaissez ici. Et puis une couronne de lymphocytes en périphérie. Donc ici, vous avez l'aspect caractéristique d'une gastrite chronique liée à la présence d'innombrables lymphocytes et de plasmocytes secondaires à une infection par Helicobacter pylori. Alors, les conséquences, et je vous l'ai dit, au fur et à mesure d'une inflammation chronique, va se développer une fibrose et une raréfaction des glandes fundiques qui va aboutir donc à l'atrophie par la réduction du nombre et du volume glandulaire.
Et ici, vous avez à nouveau une muqueuse gastrique normale et ici une muqueuse gastrique atrophique. Et vous voyez bien la différence qui existe entre ces deux états, avec ici donc un volume glandulaire qui s'est considérablement réduit par rapport à une muqueuse normale. Donc c'est développé au cours du temps une atrophie glandulaire que l'on va estimer une atrophie glandulaire minime, modérée ou sévère, sévère étant donc le stade ultime de l'atrophie au niveau gastrique. Alors associé à cette atrophie, plus l'atrophie va être sévère, plus vous aurez de chances de voir ce qu'on appelle de la métaplasie intestinale au niveau de cette muqueuse gastrique. Et qu'entend-on par métaplasie intestinale? C'est la transformation de l'épithélium gastrique en un épithélium de type intestinal. Et comme vous le savez très bien, l'épithélium intestinal, il est formé de cellules à pôle muqueux fermé, mais également de cellules caliciformes. Et les cellules caliciformes, ce sont ces cellules ici, avec une volumineuse vacuole cytoplasmique qui contient du mucus. Et c'est tout à fait anormal d'avoir ce type d'épithélium au niveau gastrique. Eh bien, c'est ce qui survient au cours de la gastrite chronique, c'est la survenue d'une métaplasie intestinale. Et la présence donc de ces vacuoles riches en mucus peut être mieux mis en évidence par une coloration que l'on appelle le bleu alcyan, ALCIAN, qui va colorer ces vacuoles de mucus au niveau de l'estomac. Alors qu'il n'existe pas ce type de vacuole dans une muqueuse gastrique normale. Et c'est la métaplasie intestinale. On considère que c'est la métaplasie intestinale. À partir du moment où il y a une métaplasie intestinale, eh bien la muqueuse gastrique est irréversiblement dirigée vers un état précancéreux. Donc c'est la métaplasie intestinale qui va définitivement orienter la muqueuse gastrique vers un risque de cancer. Donc retenez, métaplasie intestinale, c'est la transformation de l'épithélium cubique gastrique en un épithélium de type intestinal formé de cellules caliciformes. Et c'est à partir de cette métaplasie intestinale que va avoir l'événement de dysplasie. La dysplasie, ce sont des altérations cellulaires et architecturales qui montrent une propension à la transformation maligne. Donc en fait, ici vous avez un exemple de dysplasie. Vous avez ici une crypte normale où vous voyez que les noyaux sont situés en position basale, sont de petite taille. Et puis vous voyez ici un aspect différent juxtaposé à cette crypte normale. Vous avez une autre crypte ici où les noyaux ne sont pas situés uniquement au pôle basal, mais commencent à s'empiler les uns sur les autres. Et les noyaux sont de plus grande taille, plus atypiques. Et ça, c'est l'aspect caractéristique d'une dysplasie, c'est-à-dire donc une altération cellulaire qui va, si on la laisse évoluer, aboutir à un cancer. Et la dysplasie, on la grade en dysplasie de bas grade ou en dysplasie de haut grade. Bas grade étant l'étape débutante et le haut grade, c'est vraiment l'étape juste avant le cancer. Donc dysplasie de bas grade et dysplasie de haut grade. Donc tout ceci correspond donc à la filiation que je vous ai indiquée en début de cours, gastrite chronique, métaplasie intestinale, dysplasie et puis cancer. Donc on va voir le cancer. Juste avant, je vous ai dit que l'élément majeur qui détermine la gastrite, c'est l'Helicobacter pylori. Je voudrais insister simplement pour vous dire qu'il existe, comme je vous l'avais introduit en début de cours, c'est qu'il existe des facteurs de virulence de la bactérie en fonction de son génome, à savoir certaines souches d'Helicobacter pylori qui produisent des protéines CAG-A et VAC-A sont plus pathogènes que ceux qui n'en possèdent pas. Il existe également en termes de virulence de la gastrite des facteurs de l'hôte. L'existence d'une sécrétion acide basse va favoriser une gastrite atrophique diffuse, donc un risque accru de la survenue de métaplasie intestinale et de cancer. Et puis il existe des susceptibilités génétiques de certains gènes inflammatoires, interleukine 1 bêta et TNF alpha,
qui explique, dans certains cas, que certains patients puissent développer des gastrites beaucoup plus évolutives que d'autres en raison d'un polymorphisme génétique de ces gènes inflammatoires. Des facteurs environnementaux, bien sûr, et une alimentation riche en sel. Donc facteurs environnementaux et alimentation riche en sel pourraient expliquer la forte incidence du cancer gastrique, en particulier au Japon. Les Japonais mangent souvent très salé et l'existence donc de ces de ces autres facteurs pourrait expliquer cette diversité épidémiologique du cancer gastrique. Alors, on revient à nos lésions précancéreuses, métaplasie intestinale, dysplasie de bas grade, dysplasie de haut grade. Je vous ai mis ici une courbe d'un article récent publié à la fin de l'année dernière. C'est une immense série allemande qui ont surveillé, vous voyez, 92 000 patients. C'est considérable. 92 000 patients qui présentaient soit une métaplasie intestinale, soit une dysplasie de bas grade, soit une dysplasie de haut grade, soit une atrophie gastrique. Et bien là, vous avez ici, dans cette cohorte de 92 000 patients suivis, eh bien, il y a eu 1470 cas de cancer gastrique. Et vous avez ici le risque en fonction de l'état de la muqueuse au stade initial. Ils ont pu déterminer l'incidence annuelle du cancer gastrique qui serait de 0,25% pour une métaplasie intestinale, 0,6% pour une dysplasie de bas grade et 6% pour une dysplasie de haut grade. C'est-à-dire que chaque année, vous avez ce risque de développer un cancer. Et donc, vous voyez bien que la dysplasie de haut grade est quelque chose d'extrêmement proche du cancer, puisque à 5 ans, 30% des patients qui présentent une dysplasie de haut grade vont développer un cancer gastrique. Alors, je ne vous ai pas indiqué, mais la cascade d'événements gastrite chronique, métaplasie, dysplasie, c'est quelque chose de très lentement évolutif. C'est sur plusieurs décennies. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, évidemment, s'effectue en quelques mois. Mais quand vous savez qu'une infection par Helicobacter pylori, en général, survient durant l'enfance, vous imaginez bien que cette cascade d'événements génétiques va aboutir à la survenue de problèmes de lésions précancéreuses ou cancéreuses aux décennies, à la 5e, 6e décennie. Donc voici les exemples de cancer gastrique macroscopique. Vous reconnaissez ici, donc, en règle générale, un cancer de l'estomac à l'heure actuelle est encore opéré. Peut-être que les chimiothérapies vont modifier cette stratégie thérapeutique, mais enfin, à l'heure actuelle, de toute façon, la chirurgie est recommandée. Et la chirurgie consiste à faire une gastrectomie totale. Vous avez ici une gastrectomie totale. Vous reconnaissez la partie haute de l'estomac par l'existence de cette petite collerette blanche qui correspond à quoi ? Non, à la muqueuse ésophagienne, puisque c'est la muqueuse malpighienne. Donc, la muqueuse malpighienne donne cet aspect blanchâtre. Et là, vous avez la frontière entre la muqueuse malpighienne, ici, et le cardia. C'est la ligne Z. Les endoscopistes parlent de ligne Z, ce qui est la jonction entre une muqueuse malpighienne et une muqueuse glandulaire. Et ici, vous avez une tumeur qui apparaît légèrement bourgeonnante, qui est située immédiatement au niveau du cardia. C'est une tumeur du cardia, donc de la partie tout à fait proximale de l'estomac. Ici, vous avez un cancer situé au niveau de la petite courbure antrale qui apparaît sous la forme d'une ulcération. Et vous voyez une attraction des plis. Donc, ça, c'est tout ulcère gastrique peut être potentiellement cancéreux, d'où dès qu'un gastro-entérologue voit un ulcère gastrique, il faut qu'il biopsie cet ulcère, puisque ça peut être soit d'origine inflammatoire, soit d'origine tumorale. Donc il doit faire d'innombrables biopsies et surveiller à distance après la cicatrisation en réalisant des biopsies en périphérie de cet ulcère. Ici, vous avez également un cancer gastrique qui est ici dans la partie vraiment juxtapylorique. Vous avez ici le pylore, et puis vous avez ici une collerette duodénale. Et là, vous voyez qu'il existe un cancer très volumineux qui mesure 5 à 6 cm, qui correspond à toute cette zone et qui est responsable de cet épaississement considérable de la paroi de l'estomac. Et c'est une forme de cancer un peu particulier que je vais vous décrire. Et ici, un autre cancer, beaucoup plus petite taille, qui correspond à ces cancers superficiels dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des lésions débutantes, qui occupent la partie toute superficielle de la muqueuse gastrique et qui sont de meilleurs pronostics, évidemment, que les cancers plus évolués.
Alors, à quoi correspond sur le plan histopathologique le cancer gastrique? Eh bien, au lieu d'avoir des glandes bien régulières, eh bien, vous allez avoir une prolifération de glandes anarchiques bordées par des cellules tout à fait anormales avec des noyaux très atypiques. Là, vous avez encore un autre exemple ici de cancer gastrique qui infiltre donc de proche en proche tous les flancs de la paroi. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la musculeuse. Donc, ça infiltre la profondeur de la paroi gastrique. Alors, on oppose l'adénocarcinome de type intestinal, qui est celui-ci, qui est lié à l'Helicobacter pylori, qui fait suite à la métaplasie intestinale, à la dysplasie, et qui va aboutir au cancer de type intestinal. Et de plus en plus, on voit des cancers qu'on appelle des adénocarcinomes à cellules indépendantes ou linites plastiques, qui, au lieu de former des glandes, sont constitués de cellules indépendantes. Donc, c'est un tapis de cellules qui sont faits de cellules mucosécrétantes avec souvent une vacuole de mucus à l'intérieur du cytoplasme, comme ça. Et c'est ce qu'on appelle des cellules en bague à chatons. Et donc ça, ce sont des cancers extrêmement agressifs et c'est ces cancers qui surviennent maintenant plus fréquemment chez les sujets jeunes et qui est de pronostic assez catastrophique. Et au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit qu'il existe une diminution de la forme intestinale, puisque je vous ai dit qu'il y avait une diminution de l'incidence du cancer gastrique, mais à l'inverse, on observe une augmentation légère mais significative du cancer de type à cellules indépendantes, qui est plus agressif que le cancer de type intestinal. En particulier, ces cellules indépendantes ont plutôt tendance à aller filer dans la circulation sanguine et à diffuser dans les ganglions de façon extrêmement abondante et à donner des métastases ganglionnaires. Alors, après tout ceci, vous allez me dire, bah, écoutez, c'est simple, afin de prévenir la survenue du cancer, il faut traiter tous les patients qui ont l'Helicobacter pylori. Alors, c'est sûr que ce serait la stratégie idéale, mais le problème, c'est qu'il y a des considérations économiques à prendre en compte avant d'établir un processus d'éradication systématique. Et le problème, c'est qu'en France et dans d'autres pays occidentaux, le cancer gastrique présente une faible incidence. Toutes les souches d'Helicobacter pylori ne sont pas toutes aussi pathogènes. Et puis, l'Helicobacter pylori est un élément majeur, mais ce n'est pas le seul. Et il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la survenue du cancer. Et puis, ce coût économique. Si on estimait qu'il fallait éradiquer l'Helicobacter pylori, et si on considère que l'éradication préviendrait 30% des cancers gastriques, eh ben, il a été estimé que le rapport coût-efficacité dépistage dans le suivi d'une éradication systématique de l'Helicobacter pylori serait évalué entre 4 500 et 35 000 $ par année de vie sauvée, ce qui est considérable, 35 000 $ étant le coût dans les pays à faible incidence. En revanche, 4 500 $ serait le coût qui serait estimé au Japon dans des pays de forte incidence. Donc il y a un coût majeur qui ne peut être supporté en raison de ces différents problèmes de faible incidence, de la variabilité des souches d'Helicobacter pylori. Et donc la politique de l'éradication ciblée d'Helicobacter pylori ne peut être formulée et ne peut être entreprise que dans des populations dites à risque. Alors, quelles sont ces populations dites à risque? Bien sûr, c'est les patients qui ont soit des lésions précancéreuses, à savoir une gastrite atrophiante avec ou sans métaplasie intestinale, soit des patients qui ont des antécédents familiaux de cancer gastrique ou superficiel, soit des sujets avec présentent des groupes ethniques à risque, en particulier peut-être chez les patients japonais et chez les patients qui présentent d'Amérique du Sud. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. On ne comprend pas pourquoi on ne met pas tout en place un traitement d'éradication systématique d'Helicobacter pylori. Je pense que les raisons économiques sont un frein majeur à l'éradication systématique. Donc, dorénavant, on estime que les biopsies sont un élément clé à prendre en compte, en particulier lorsqu'il existe une métaplasie, une atrophie, et bien sûr, j'espère vous avoir convaincu, lorsqu'il existe une dysplasie, puisque sur cette courbe de cette étude allemande, on voit bien que la dysplasie
est un élément majeur dans la survenue du cancer gastrique à brève échéance. Donc l'éradication ciblée d'Helicobacter pylori se fait pour les populations à risque. Une dernière diapositive, c'est pour vous dire qu'associé à cet Helicobacter pylori, il y a d'autres circonstances dans lesquelles vous allez pouvoir observer des cancers gastriques, en particulier il y a certaines formes familiales. Donc il y a des familles, comme la famille de Napoléon Bonaparte, qui présentait donc une fratrie de patients atteints de cancer gastrique. Ça représente 10% des cancers gastriques. Et puis vous avez des prédispositions héréditaires à la survenue du cancer gastrique. Je vous ai mis ici un certain nombre de maladies génétiques que vous connaissez peut-être. Ce sont des polyposes non adénomateuses, comme le syndrome de Peudt-Jeghers, la maladie de Coden. Vous avez des maladies, et là on verra le syndrome dit HNPCC ou syndrome de Lynch la semaine prochaine dans le cours du côlon. C'est une maladie qui donne des polyposes, qui donne de multiples adénomes dans le côlon, et ça peut donner également des lésions au niveau gastrique qui vont aboutir au cancer gastrique. Et puis une dernière forme exceptionnelle qui s'appelle le cancer gastrique diffus héréditaire, qui est lié à une mutation germinale d'un gène que l'on appelle la E-cadérine, qui joue un rôle important qui est exprimé au niveau membranaire dans le contact intercellulaire. Eh bien, lorsque vous avez une mutation germinale de la E-cadérine, eh bien, ces patients présentent de façon systématique des cancers gastriques à la deuxième, troisième décennie, d'où le problème lorsqu'on identifie des sujets apparentés et qui possèdent la mutation du gène de la E-cadérine, de discuter la réalisation d'une gastrectomie prophylactique, puisque tous ces patients vont développer un cancer gastrique. Et donc c'est une décision difficile à prendre, puisqu'il va falloir envisager de faire une gastrectomie totale chez un sujet qui a 20 ou 30 ans, en raison du risque majeur de cancer gastrique et du pronostic assez sombre de ce cancer. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc retenez que l'Helicobacter pylori, c'est vraiment l'agent microbien impliqué dans la genèse du cancer gastrique, qui est un cancer gastrique d'origine entre guillemets infectieuse. Et cette séquence éthiopathogénique qui est vraiment caractéristique du lien qui existe entre une infection par un agent infectieux, ici l'Helicobacter pylori, et les cascades d'événements cellulaires, gastrite atrophiante avec métaplasie intestinale, dysplasie, et puis cancer. Voilà, je vous remercie.